Hello la tribu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous allez découvrir un interview exclusif de Saverio Tomasella et ça va être une ode à la sensibilité. Alors écoutez cette interview jusqu'au bout et je vous souhaite une belle écoute. Hello la tribu des sensibles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un interview spécial avec un invité spécial et que je suis vraiment honorée de recevoir, Saverio Tomasella. Comme merci énormément, merci d'avoir accepté encore une fois de vous faire interviewer pour différents sujets sur la sensibilité. Merci beaucoup déjà. Merci à vous, Christine. Et bienvenue à cette interview et dans la tribu des sensibles pour un petit moment de sensibilité extraordinaire. Donc, je tenais à réinterviewer Saverio, à vous réinterviewer pour un ouvrage que vous avez écrit et j'ai trouvé ça juste extraordinaire, tellement de mots qui résonne en moi en tant que personne hautement sensible. Et ce livre, c'est une lettre ouverte aux âmes sensibles qui veulent le rester. Et ouais, je voulais vous interviewer là-dessus parce que je trouvais ça juste extraordinaire. Et ma première question, qui est en trois questions, comment vous avez eu cette idée d'écrire ce livre et qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir mettre tous ces mots dans ce magnifique livre? Alors, merci, Christine, de m'accueillir dans votre podcast et sur vos réseaux. J'ai écrit ce livre en 2020, en pleine pandémie, en grande partie pendant les confinements, et je crois que je voulais vraiment remonter le moral des personnes très sensibles qui ont d'autant plus souffert de cette atmosphère très anxiogène, de ces confinements, de cette distanciation sociale, de tout ce qui allait à l'encontre finalement de la relation humaine et de nos sensibilités, et que j'ai trouvé que c'était le moment le plus juste pour écrire cette lettre ouverte aux âmes sensibles qui veulent le rester, c'est-à-dire pour donner les clés aux personnes très sensibles pour se sentir fières d'être qui elles sont, comme elles sont, c'est-à-dire extrêmement sensibles. Et que c'est vrai que pendant longtemps, on a parlé des difficultés à vivre sa sensibilité élevée, mais à partir de ce moment-là, il y a eu un virage, il y a eu un tournant, et je me suis dit, c'est très important de mettre en valeur les qualités, les richesses, les atouts. Ça ne veut pas dire que c'est facile tous les jours, mais les atouts de la sensibilité élevée et surtout de soutenir les personnes extrêmement sensibles, les personnes hautement sensibles ou ultra sensibles, et de sentir que finalement, comme le dit la tribu des sensibles, hein, nous sommes une famille, nous sommes une communauté de personnes très sensibles. Et quand j'étais plus jeune, quand on disait à quelqu'un qu'il avait une âme sensible, c'était un défaut. On disait, quand les films étaient violents, par exemple, ça n'est pas pour les âmes sensibles. Et bien justement, ce que je veux, c'est casser absolument cette contre-vérité. Avoir une âme sensible, c'est une immense et merveilleuse qualité. C'est vrai que dans ce livre, c'est ce qu'il en ressort, c'est l'aspect positif, parce qu'il y a énormément d'ouvrages, comme vous avez dit, qui va nous montrer en fait nos difficultés, nos défis, comment surmonter nos défis, comment surmonter ces difficultés. Et là, bon, ça l'aborde aussi un petit peu, mais c'est vraiment beaucoup ce côté optimiste que j'ai vraiment adoré et que j'aime partager en fait aussi. Et ouais, c'est vraiment ce que vous avez dit, c'est extraordinaire. Et pendant cette interview, en fait, je vais beaucoup de vous poser des questions qui m'ont interpellée, des phrases, des mots. Et donc, j'avais envie que vous en parliez plus pour mettre la petite puce à l'oreille encore plus aux gens. Et donc, au début, vous avez mentionné que la sensibilité, c'est l'avenir du monde et que nos croyances, toutes nos conventions sociales, c'est pas vraiment en fait ce qui est réel. Et
comment, en fait, vous pouvez voir comment voyez-vous, pardon, la sensibilité, comment elle peut influencer, en fait, ces changements sociaux hein, Oui, je à suis venir. convaincu que la sensibilité est l'avenir du monde et comme l'a dit de façon tellement juste Zhao de Sagazan lorsqu'elle a reçu la victoire de la musique, euh, elle est très sensible comme chacune et chacun de nous et personne ne peut nous reprocher cette sensibilité parce qu'on ne peut pas nous dire tu es trop sensible ou vous êtes trop sensible. On ne peut pas reprocher à un être humain d'être trop humain. On ne peut pas reprocher à quelqu'un d'être trop vivant, car être sensible, c'est être humain, être sensible, c'est être vivant. Et ça, c'est vraiment important de se le rappeler. Nous vivons depuis le début du 19e siècle une ère industrielle qui devient de plus en plus technique, qui devient de plus en plus virtuelle, et cette technicité qui nous rend des services, c'est sûr, elle a aussi un gros défaut, c'est qu'elle nous fait sortir de notre sensibilité. On est donc à la croisée des chemins vraiment depuis quelques années, dans un monde où soit on va aller vers le tout technique désensibilisé, et c'est la fin de cette civilisation, et beaucoup d'historiens, d'anthropologues le disent, soit nous restons complètement ancrés dans nos corps sensibles, dans nos êtres sensibles, et nous pouvons vivre cette mutation en créant un monde plus humain, plus vivant, plus respectueux de la nature et beaucoup plus solidaire. Là, on voit qu'il y a des conflits armés et des violences partout sur la planète. Ça n'est pas bon signe. Donc vraiment, si on veut vivre dans un monde plus humain, plus vivant, plus respectueux de la nature, c'est important que nous restions ancrés dans nos sensibilités et que nous déployions toutes les qualités de cette sensibilité, de chacune de nos sensibilités. C'est pour ça que, au sens propre, nos sensibilités sont l'avenir du monde. Si on veut que ce monde continue de façon respectueuse, intéressante, favorable à l'humain et à la diversité du vivant, c'est important que nous restions sensibles et que nous défendions absolument tous les aspects de nos sensibilités. Je partage. Je pense que, ouais, je le partage. J'espère, moi, le diffuser aussi, comme vous le diffusez aussi bien. C'est vraiment ce que je partage. Et j'ai noté ça aussi dans votre livre. Vous disiez qu'une personne sensible n'a pas besoin de devenir plus forte. En fait, vous dites qu'elle l'est déjà. Est-ce que vous pouvez renchérir, nous en dire un petit peu plus là-dessus? Oui, c'est-à-dire que les éditeurs, pendant toute cette période d'un peu de mode, entre guillemets, de l'hypersensibilité, cette vogue de l'hypersensibilité, les éditeurs avaient une espèce de leitmotiv, de slogan qui était quasiment tous de dire faire de sa sensibilité une force. Et au bout d'un moment, je commençais à en avoir marre. C'est comme quand on entend trop quelque chose, on finit par s'en lasser. Je commençais à en avoir marre de cette formule en me disant, mais elle n'est pas juste. On n'a pas à faire quelque chose. Ce serait encore nous demander de nous adapter à un monde pour faire quelque chose qui nous rende plus acceptable ou plus, euh, euh, plus adapté, plus performant ou plus résistant dans ce monde qui est particulièrement difficile. En fait, notre sensibilité, c'est notre force. C'est-à-dire que nous n'avons rien à faire de particulier, nous avons simplement besoin d'être qui nous sommes. Ce qui nous a perturbé la plupart du temps, dans 99% des cas, ce qui nous a perturbé par rapport à notre grande sensibilité, ce sont les reproches des autres. Ce sont le fait qu'on nous dise tu es, entre guillemets, trop sensible, tu es excessivement sensible, c'est de l'excès, où tu dramatises, tu exagères, tu en fais trop, etc. Ce sont ces reproches, sans parler des moqueries et des harcèlements qui sont parfois vécus par les jeunes personnes, ou parfois moins jeunes, hautement sensibles. C'est ça qui nous a fait du mal. C'est ça qui nous a fait perdre confiance en nous. C'est pas du tout le fait que nous soyons très sensibles, parce qu'en étant très sensibles, nous ressentons tout plus fort le bien, ce qui est agréable, ce qui est plaisant, ce qui est bénéfique, comme ce qui l'est moins. Alors, certes, quand nous souffrons fort, mais nous avons aussi des informations sur ce qui ne va pas dans notre corps, dans notre environnement, dans nos relations, etc.
Et au contraire, les personnes hautement sensibles, on le sait, sont plus intuitives, plus empathiques, plus créatives, plus enthousiastes, plus optimistes, etc., etc., plus à l'écoute, plus capables d'amitié, d'amour, etc. Donc, tout ça, ce sont des forces extraordinaires. Ouais, et comme vous dites, même quand on ressent dans le côté, on va dire, alors, j'aime pas ces mots négatifs parce qu'il n'y a jamais rien de négatif, mais dans les côtés un petit peu difficiles, mais on ressent, même si c'est très très fort, que ça fait mal à l'intérieur, moi je me dis toujours, ouais, mais moi je le ressens. Alors que voilà, il y a certaines personnes qui vont se figer pour pas le ressentir, et moi, enfin, j'avoue que Exactement. même si c'est très dur, je préfère ressentir que de passer à côté et peut-être passer justement à côté de choses qui pourraient m'aiguiller ou m'orienter différemment. Ça, ouais, c'est sentir être vivant, en fait, comme vous avez dit au début, hein. Et vous avez parlé tout à l'heure, là, juste avant, de harcèlement. Et dans ce livre, c'est quelque chose qui m'a interpellée parce que c'était la première fois que je le lisais, que vous parlez qui nécessitait d'une pétition. Alors, vous avez mis une pétition pour la reconnaissance pénale de la dévalorisation de la sensibilité, de la moquerie comme une forme de harcèlement. Alors, où est-ce qu'elle en est, cette initiative, et est-ce que vous pouvez en fait, nous en dire un petit peu plus? Alors, la grande difficulté que nous avons, et que j'ai personnellement depuis plus de 20 ans, que j'essaye de défendre corps et âme, jour après jour, instant après instant, la sensibilité, et notamment la sensibilité élevée, c'est que pour l'instant, les personnes hautement sensibles sont un peu dans leur coin. Elles sont un peu repliées sur elles-mêmes. Et c'est comme ça, parce qu'il y a une phase de découverte, de connaissance de sa propre sensibilité. On est peu dans les interactions, les interrelations, les mouvements en commun. C'est pour ça que la tribu des sensibles est très importante, l'Observatoire de la sensibilité est très important, la Journée mondiale de la sensibilité le 13 janvier est très importante. C'est pour faire des choses ensemble. Et les pétitions que nous avons lancées avec l'Observatoire de la sensibilité, pour que la haute sensibilité et l'ultrasensibilité soient reconnues dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, ces pétitions ont recueilli très peu de signatures, ce qui est incompréhensible puisqu'on voit bien sur les réseaux sociaux que les personnes qui parlent de haute sensibilité ont énormément de suiveurs, de suiveuses et de suiveurs, ont énormément d'abonnés. Donc, que font ces personnes qui se reconnaissent dans tout ce qu'on raconte, tout ce qu'on explique sur la sensibilité élevée? Quand il faut se mobiliser, il n'y a plus personne. Alors ça, je pense que c'est une étape à franchir pour qu'un jour, nous puissions vraiment lancer cette pétition pour la reconnaissance pénale de la dévalorisation de la sensibilité, notamment des moqueries contre la sensibilité d'une personne, que ce soit un enfant, garçon ou fille, un adulte, homme ou femme, et que ce soit reconnu comme une forme de harcèlement moral. Donc moi j'attends ce moment où il y aura suffisamment de personnes reliées entre elles, prêtes à agir. C'est pas grand-chose, hein. Il suffit de lancer une pétition, d'avoir 50 000 signatures et d'aller la déposer sur le bureau du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice, du garde des Sceaux, c'est tout. Mais tant qu'on sera trop encore isolés les unes et les uns les autres, chacun dans son coin, cette initiative ne pourra pas aboutir. Et je vous remercie d'en parler parce que c'est vrai que je l'ai écrit noir sur blanc dans ce livre, mais depuis, on en a peu parlé. Donc, merci beaucoup. Faisons-le dès que nous serons prêtes et nous serons prêts. Après, il y a encore beaucoup de personnes qui ont peur de dire qu'ils sont hautement sensibles. Je sais que je connais une amie qui ne veut surtout pas dire qu'elle est hautement sensible. D'ailleurs, elle ne like pas pour pas être vue dans les posts. Euh, et il y a encore voilà, beaucoup de gens qui ont peur d'être catalogués hautement sensibles et ils préfèrent de dire surtout qu'ils n'ont pas de sensibilité, enfin, qu'ils ont une Oui, petite sensibilité. c'est vrai. Et il y a 10 jours, j'étais à Lausanne pour une dédicace dans une librairie qui s'appelle l'Inopiné d'ailleurs et qui est une super librairie. Et à cette occasion, j'ai rencontré un monsieur d'une peut-être même pas quarantaine d'années, un grand monsieur, fort hein, physiquement, qui est venu me parler après en me disant à quel point c'était difficile pour un homme de reconnaître sa haute sensibilité parce que
quand on est un homme, il ne faut pas montrer qu'on est sensible, il ne faut pas montrer ses émotions ou ses sentiments, et ce serait pris pour une faiblesse. Et après m'avoir raconté ça, quand je lui ai dit, mais vous savez, il y a autant d'hommes que de femmes qui sont hautement sensibles, autant de garçons que de filles, mais simplement les garçons et les hommes, on nous a tellement tenu un discours sur la virilité qu'on n'ose pas le dire. Mm, Cet homme, vraiment 1,90 m ou plus, très baraqué, s'est mis à pleurer. mm, C'est-à-dire qu'enfin, il entendait quelqu'un, il parlait avec quelqu'un qui reconnaissait sa sensibilité et sa difficulté d'être homme dans un monde qui ne supporte pas la sensibilité, surtout quand on est un homme. Donc, on a vraiment besoin, que ce soit les hommes et les femmes, hein, mais on a vraiment besoin que cette sensibilité, surtout si elle est élevée, soit reconnue, valorisée, soutenue par toutes sortes d'initiatives, comme ce que vous faites, comme ce que nous faisons à l'Observatoire de la sensibilité, pour que toutes les personnes très sensibles n'aient plus peur mm. de dire qu'elles sont sensibles. Elles n'ont pas besoin de dire je suis hautement sensible si elles n'ont pas envie, mais comment elles disent je suis sensible, voilà ma sensibilité, voilà ce que je ressens, pour que enfin nous puissions vivre librement dans une liberté d'expression Yes. de notre réalité profonde qui est notre sensibilité. Mm. Je partage pas, tout à fait, tout à fait. Vous avez écrit aussi que nos souffrances ne viennent pas de notre sensibilité, mais comment nous, on s'inflige en fait nos propres souffrances. Et un petit peu plus loin, vous avez mis, alors ça j'avais beaucoup aimé aussi, que vous avez mis que la haute sensibilité n'existe que dans le regard des autres. Et ça, c'est une phrase que j'ai surlignée, surlignée. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et est-ce que vous pouvez approfondir ces phrases que vous avez écrites dans votre lettre ouverte aux âmes sensibles à tous ces hautement sensibles qui vont regarder cette interview. Alors je commence par la deuxième question. Lorsque j'étais enfant, je l'ai souvent raconté, j'étais élève du lycée musical. Le matin, on avait les cours classiques, les cours à l'école, et là, tous les après-midi, on était au conservatoire, et nos professeurs nous disaient tous et toutes, sans exception, jour après jour, et ça a été pendant des années comme ça, et ils l'ont dit à tout le monde, ta sensibilité est belle, développe ta sensibilité, exprime ta sensibilité, etc., etc. Il y avait un discours extrêmement valorisant sur la sensibilité, et plus on était sensible, mieux c'était dans ce contexte-là, et c'était comme ça pour tous les professeurs et tous les élèves. Donc ça faisait énormément de monde. Mais quand je rentrais à la maison, ou quand j'étais dans la rue ou au collège, c'était différent. Ma sensibilité était mal vue, et mes parents, notamment ma mère, enfin mon père, lui, m'interdisait de pleurer et d'exprimer mes sentiments, mais ma mère, elle disait, tu es hypersensible, tu es trop sensible. Et donc j'ai compris, moi je vivais très bien ma sensibilité, j'étais très heureux avec cette sensibilité, et j'avais tous les jours au conservatoire, et quand on pouvait y aller le week-end, on y allait pour des répétitions ou autres, tous les jours, je me sentais bien dans cette sensibilité, et elle ne posait aucun problème, au contraire. Et quelques personnes, notamment mes parents, me faisaient le reproche de cette sensibilité. Donc ça veut bien dire que c'est pas nous, dans notre sensibilité, qui posons problème ou qui avons quelque chose qui ne va pas, ce sont les autres, certains autres, qui dans certains milieux sont majoritaires, mais pas dans tous les milieux, certains autres qui ne supportent pas la sensibilité, la leur probablement, et qui du coup reprochent à ceux qu'ils rencontrent ou à ceux qui sont en face d'eux leur sensibilité. Ça veut bien dire que, et c'est pour ça que je lutte pour qu'on parle de haute sensibilité comme le fait Hélène Aron ou d'ultra-sensibilité, parce que hyper, ça veut dire trop. Donc, surtout, n'employons pas ce mot. Nous sommes très sensibles, nous sommes fort sensibles, nous sommes hautement sensibles, nous sommes ultra sensibles, ou certains vont simplement dire je suis sensible. Et c'est très bien. Donc, c'est certains autres qui ne supportent pas cette sensibilité parce que ça les remet en cause, elles et eux. Mais nous n'avons aucun problème. Et ça, c'est très important de se le rappeler. Et voilà pourquoi c'est pareil concernant les souffrances. Si je souffre, c'est que je me suis cogné, ou que je me suis blessé, ou que je suis tombé, ou que je digère mal, ou que j'ai mal dormi, ou qu'on m'a dit quelque chose de méchant. C'est-à-dire que l'origine de nos souffrances, elle vient de ce que nous vivons avec notre environnement non humain, une chose, un objet, un lieu, une voiture, je ne sais trop quoi, ou humain, la relation avec les autres. Si quelqu'un est méchant avec moi, je souffre. Si quelqu'un me harcèle, je souffre. Si quelqu'un me maltraite, je souffre. Donc toutes nos souffrances viennent de ce qui se passe avec l'environnement. Le fait que nous soyons hautement sensibles, et ça c'est prouvé maintenant par l'imagerie médicale du cerveau,
nous ressentons, nous les personnes fort sensibles, hautement sensibles, nous ressentons 40% plus fort la douleur physique et la douleur morale. Donc oui, c'est vrai, si on me dit quelque chose qui me fait mal, je vais le sentir très fort. Mais ma sensibilité ne sera jamais la source, l'origine de ma souffrance. Donc c'est pas parce que ce que je ressens est fort que je peux m'en vouloir d'être sensible. Si je vis des moments heureux ou faciles ou agréables, ou si je me repose, ou si je mange des choses que je digère, que je vis des relations avec des personnes qui me respectent, je ne vais pas souffrir. Et ma sensibilité va me permettre d'autant plus de savourer ce que je suis en train de vivre. Donc faisons attention de ne jamais créer l'équation haute sensibilité égale souffrance. Ça n'est pas vrai. La souffrance vient des autres, des gens qui ne nous respectent pas. La souffrance ne vient pas de nous. Alors après, c'est vrai que par éducation, par traumatisme, par habitude, on peut s'infliger des reproches, Mhm. des exigences, des discours qu'on a entendus pendant notre enfance et notre adolescence ou au travail, euh, qui sont des discours qui nous incriminent, qui nous dévalorisent, qui nous déprécient. Mais ça ne vient pas directement de nous. Il faut bien que nos parents, nos éducateurs ou nos collègues nous aient dit des choses pas sympathiques sur notre sensibilité pour qu'on reprenne ce discours à notre compte et qu'on se fasse souffrir à cause de cette sensibilité. Et ça, c'est très important de le repérer. Je ne veux pas dire que c'est facile, et encore moins facile une fois qu'on l'a repéré, de l'enlever, hein, de l'extirper de soi. Mais au moins, on se rend compte que ça n'a rien à voir avec notre sensibilité. C'est vraiment comment s'est passée notre histoire humaine avec nos proches, dans notre environnement. C'est comme un conditionnement, en fait. On a été Oui, conditionné comme ça, il faut apprendre à se déconditionner, en fait. exactement. Merci, c'est exactement ça. Mhm. Et justement, vous avez parlé aussi, parce que j'ai énormément surligné votre livre, que le pire serait de se désensibiliser, de désensibiliser ou d'étouffer sa sensibilité. Alors, quelles en seraient vraiment les conséquences? J'aimerais vraiment en savoir encore plus pour toutes ces personnes qui, justement, tout à l'heure, on disait qu'ils veulent pas montrer que bah, ils sont sensibles et qui étouffent vraiment leur sensibilité. Quelles sont ces conséquences à long terme? Alors, je vais prendre mon exemple d'abord et après je généraliserai. Du fait que mes parents ont critiqué répétitivement ma sensibilité et que mon père, relayé par ma mère, demandait à ce que je ne pleure pas, mes frères non plus, hein, c'était pareil pour eux, hein, que nous ne pleurions pas, de ne pas exprimer nos sentiments, nos émotions, etc. Au bout d'un moment, ça marche. C'est-à-dire que quand j'étais adolescent et surtout jeune homme, je m'étais suradapté et j'avais développé une intelligence intellectuelle extrêmement forte et j'avais diminué au maximum tout ce qui venait de ma sensibilité. Donc je ne pleurais plus depuis des années, mais vraiment plus. Je crois que j'ai arrêté de pleurer vers 5, 6 ans. Donc imaginez, quand j'étais dans la vingtaine, ben, je ne pleurais plus, je n'exprimais plus mes sentiments, je cachais mes émotions, je les rentrais en moi. Donc j'étais capable de raisonner, j'étais capable de faire euh, de mener une réflexion intellectuelle, donc de réussir mes études, de réussir brillamment mes études et mon travail, mais humainement, j'étais très, 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 très appauvri parce que tout ce qui était de l'ordre de la sensibilité avait été enfoui, euh, éteint, étouffé, etc. Mhm. Ce qui fait que j'étais vraiment un jeune homme malheureux. J'étais un jeune homme performant, brillant, qui réussissait bien, mais un jeune homme malheureux et un jeune homme très handicapé dans ses relations humaines. Et heureusement, j'ai commencé une psychanalyse à 20 ans, ma première psychanalyse, et petit à petit, j'ai retrouvé des ressentis, des choses intérieures, des choses qui m'appartenaient, où je me sentais être moi. Et un jour, un soir, en écoutant de la musique, j'ai fondu en larmes, j'ai sangloté pendant je ne sais trop combien de temps, 20 minutes, une demi-heure, mais ça a été extraordinaire. J'ai écouté un opéra de Verdi, Don Carlo, ou Don Carlos, je ne sais pas comment on prononce, parce qu'il y a la version française et la version italienne. Je l'ai écouté en version italienne et au bout d'un moment, j'étais pris d'une émotion qui m'a submergé et j'ai pleuré, pleuré, pleuré en écoutant les grandes voix qui chantaient cet opéra et je me suis senti libéré. C'est-à-dire qu'au lieu de me dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive, je me suis dit, ouf, ça y est, je ne sais pas quel âge j'avais, 21 ans, je suis enfin redevenu humain. Donc,
ce qu'on perd, c'est le vivant. Ce qu'on perd, c'est l'humain. Ce qu'on perd, c'est la capacité à se comprendre, se sentir, se comprendre, se connaître, se sentir, connaître et comprendre les autres. C'est-à-dire, on perd la richesse magnifique de la vie. On perd lourd quand on se coupe de sa sensibilité. On se perd soi, on perd ses relations et on perd toute la nourriture terrestre de ce que nous apporte la vie. Et à l'extrême, ça va donner les sociopathes et les psychopathes. C'est-à-dire que si vraiment on s'enferme dans un monde et une vie sans sensibilité, on devient odieux, voire odieux pour les sociopathes, voire dangereux pour les psychopathes. Donc c'est vraiment un enjeu extrêmement fort de préserver la sensibilité de tous les humains de cette planète. Vous aurez compris que ce livre, c'est vraiment une ode à la sensibilité. Pour ceux qui nous écoutent là, c'est vraiment une ode à la sensibilité. Je crois que je hoche la tête tout le temps en disant oui parce que je partage vraiment tout ce que vous dites et ça me met des frissons. Vous parlez aussi dans ce livre des étiquettes. Alors, je partage aussi beaucoup ça. Euh, on l'utilise souvent pour dire, pour faire comprendre aux gens à qui, enfin, moi, je l'utilise plus pour faire comprendre à qui je m'adresse et pourquoi je m'adresse. Et donc, vous en parlez dans ce livre de ces étiquettes et vous évoquez l'importance de ne pas s'y accrocher. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? C'est important de pouvoir désigner le réel. Là, aujourd'hui, il fait très beau. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi, Oui, Christine. aujourd'hui, ouais, aussi. Une très très belle journée. C'est important de pouvoir désigner ce ciel bleu, cette luminosité de septembre qui est absolument fabuleuse, émouvante, de pouvoir désigner ce que l'on vit, la chaleur que l'on sent dans son corps, voilà, le rayonnement, le bonheur que ça apporte, ou quand il pleut, la fraîcheur de la pluie, l'humidité qui nourrit la terre. Et c'est pareil pour nous, c'est important de pouvoir désigner ce que nous vivons. Et donc, si nous avons une sensibilité élevée, une haute sensibilité ou une forte sensibilité, c'est très important de pouvoir le dire. Mais nous nous sommes rendus compte, tous les thérapeutes, quelles que soient les tendances, que le mieux, c'est quand chaque personne peut le désigner avec ses propres mots. Donc oui, parler de la sensibilité élevée ou de la haute sensibilité ou de la forte sensibilité, la grande sensibilité, c'est très important, mais pas avec une étiquette stéréotypée, standardisée, qui enfermerait les gens dans des cases. C'est bien sûr qu'on va parler d'ultra-sensibilité ou de haute sensibilité ou d'hypersensibilité. Bon, très bien, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais une fois qu'on l'a repéré, que ça nous concerne, le plus important, c'est pas de s'identifier à cette étiquette, quel que soit le mot qu'on a choisi et qu'on préfère, c'est plutôt de se dire, alors moi je suis très sensible, comment je le vis? Qu'est-ce que je ressens dans telle situation ou dans telle relation? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me perturbe? Qu'est-ce qui me rassure? Qu'est-ce qui m'inquiète? Qu'est-ce qui m'apaise? Qu'est-ce qui me permet de me reposer? Pour nous, ultra sensibles, on a tellement besoin de ces pauses et ces moments de repos ou de ressourcement. C'est-à-dire, je vais préciser pour moi-même avec mes propres mots, hors de tout portrait robot ou de toute catégorie prédéfinie, je vais préciser qu'est-ce que c'est que ma sensibilité élevée, comment je la vis moi. Et puis, pour moi qui fais des recherches là-dessus depuis plus de 20 ans, je peux vous dire qu'en vieillissant, je suis de plus en plus sensible. Donc elle change aussi au fil du temps. Parce que cette ouverture à la connaissance de soi-même avec ses propres mots, ses propres ressentis, ses propres expériences, ses propres constats, va nous permettre de nous ajuster instant après instant, jour après jour, année après année, de nous ajuster à notre réalité. Voilà pourquoi on est si nombreux parmi les thérapeutes à ne pas vouloir d'étiquettes qui enfermeraient les gens. Des mots qui désignent la réalité, oui, et chacun peut trouver ses mots à soi, mais pas d'étiquettes qui nous enfermeraient. Puis en plus, il y a beaucoup maintenant, beaucoup d'étiquettes entre les hautement sensibles, les multipotentiels. En fait, il y a énormément. En fait, des fois, on a l'impression qu'on se cache derrière des étiquettes. Alors, enfin, moi, je pense qu'on est plus que ça, plus qu'une Voilà, étiquette. voilà. Parce que c'est le risque de se réduire à l'étiquette. Mm. Quand on découvre, par exemple, prenons la haute sensibilité ou le multipotentiel, peu importe, hein. Quand on découvre qu'on est hautement sensible ou multipotentiel, c'est très bien parce que c'est une révélation et ça nous fait du bien. Mm. Donc, Tout à peut-être fait. que ces mots qui circulent beaucoup et qui deviennent des étiquettes, ils ont un intérêt au début, au moment de la révélation. Mais après, sachons que chaque
chacune de nous, chacun de nous vit ce multipotentiel ou cette haute sensibilité à Mhm. sa façon, et que on ne pourra donc jamais correspondre au portrait robot des réseaux sociaux, aux descriptions standardisées des médias, etc. Donc, une fois qu'on l'a reconnu, ben, on vit son propre chemin, on en parle avec d'autres, on partage nos expériences ou nos façons de vivre cette haute sensibilité, ce multipotentiel ou autre chose. Et puis, il arrive même un moment, j'en ai rencontré plein, des personnes qui insistaient beaucoup sur leur haut potentiel ou leur haute sensibilité, et un jour, ils n'ont même plus eu besoin d'en parler parce que c'était intégré, parce que c'était Mm. fait. Ils sont restés hautement sensibles ou au potentiel intellectuel ou émotionnel, peu importe. Ils sont restés qui ils étaient, mais ça n'avait plus d'importance parce que c'était intégré complètement à leur vie au quotidien. Et dans votre livre, vous parlez aussi de changement de croyance. Il y a beaucoup de hautement sensibles qui pensent que voilà, ce qu'ils vivent actuellement, voilà, ça va être leur vie pour ça sera ça toute leur vie. Ils vont subir les jugements, le regard des autres toute leur vie. Pouvez-vous nous refaire cette petite piqûre de rappel justement sur ce changement de croyance qui peut changer une vie? Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes toutes et tous conditionnés. Nous sommes conditionnés par les croyances et les normes de notre époque, la culture de notre Mm. époque. Et moi qui suis plus âgé que vous, je n'ai pas tout à fait la même culture, même si nous baignons dans la culture francophone. J'ai une culture qui dépend des années 60, 70, 80, qui sont les années de mon enfance et de mon adolescence. Mais il y a aussi les croyances de mes parents, ce qu'ils croyaient, eux, sur les émotions, sur les sensations, sur le plaisir, sur la sensibilité, sur l'expression des sentiments, etc. Et aussi, chacune et chacun de nous, nous créons nos propres croyances à partir d'événements marquants, qui sont des événements favorables et agréables, ou des événements défavorables, désagréables, voire des traumatismes. Donc, nous avons toutes et tous des croyances. Certaines sont porteuses et nous aident à croire en nous, justement, à croire en nous, notre sensibilité, notre personnalité, notre avenir. Mais beaucoup de nos croyances nous défavorisent, nous freinent, nous inhibent, nous limitent. Et c'est important de les repérer parce qu'elles vont, sinon, nous empêcher toute notre vie durant de déployer notre potentiel. Et concernant la sensibilité, surtout la sensibilité élevée, il y a plein de croyances. Par exemple, que si on est très sensible, c'est que réservé aux femmes, et que les hommes ne pourraient pas être sensibles ou très sensibles. C'est complètement faux, la parité est absolue dans ce domaine-là. De croire que pleurer, c'est un signe de faiblesse, ou que exprimer ses émotions, être très sensible, c'est un signe de faiblesse. Non. Si certaines personnes le croient et le disent, c'est leur croyance, c'est leur discours. On n'est pas plus faible parce qu'on exprime ses émotions. Je crois même qu'on est plus fort. Parce que quand on est capable de repérer ses émotions et de les exprimer, ou de repérer ses sentiments et de les exprimer, en fait, on est beaucoup plus à l'aise avec soi-même, avec la vie et dans la relation avec les autres. Donc c'est se rendre compte que finalement toutes ces croyances qui sont là, elles ont créé une espèce de prison mentale et même comportementale qui nous empêche de complètement nous déployer et vivre librement qui nous sommes. C'est pour ça que, bon, dans ce livre, j'ai épinglé certaines croyances défavorables ou qui nous inhibent, qui nous freinent, mais en thérapie ou en coaching, on va pouvoir, en fonction des situations qu'on vit ou des difficultés qu'on rencontre, repérer nos croyances et les fausses croyances ou les croyances qui nous plombent, qui nous empêchent d'aller de l'avant et de vivre pleinement, et de s'en débarrasser, de les remplacer par des croyances favorables. C'est par rapport au regard des autres qui est tellement important pour les personnes très sensibles, de pouvoir se dire je suis comme je suis, et c'est très bien comme ça. Si quelqu'un ne m'accepte pas tel que je suis, c'est lui ou elle qui a une difficulté avec ma sensibilité ou avec ma personnalité. De ne jamais prendre à son compte les difficultés des autres, même si ce sont nos parents, nos frères et sœurs. La personne qui a des difficultés avec notre sensibilité, c'est elle qui a un problème. Mm. Il ne s'agit pas de la juger. Elle peut aller en thérapie en disant, ben voilà, j'ai une amie, un ami, une sœur, un frère, un collègue ou une collègue qui est très sensible et ça me perturbe. C'est à elle d'aller en parler à son coach ou son thérapeute. Et vous avez aussi, je pense qu'il y a beaucoup de hautement sensibles qui n'ont pas encore totalement accepté leur sensibilité, vont se retrouver dans ces mots d'avoir cette honte d'exister, où vous avez bien mis ça, c'est je ne suis pas comme il faut, ou d'être en faute, d'être là en fait, et d'être, ça aussi j'ai beaucoup aimé, d'être sans cesse en alerte.
Est-ce que ces petites phrases que j'ai surlignées, est-ce que vous pouvez en parler un peu plus? Oui, c'est très important. L'enfant, plus l'enfant est petit, plus il va être dans sa spontanéité de vie, dans son naturel, dans dans son expansivité, dans son ajustement d'instant en instant. Et l'enfant, surtout petit, mais il y a des enfants qui restent comme ça longtemps, va donc être dans cette spontanéité sensible où sa sensibilité dans son corps le renseigne sur le réel, l'informe sur ce qu'est le réel qu'il est en train de découvrir, d'explorer, et tout ça est extrêmement nourrissant pour l'enfant, réconfortant, parce qu'il sent ou elle sent, garçon et fille, ils sentent que c'est leur sensibilité est l'organe, l'outil grâce auquel ils entrent en contact avec le réel. Cette sensibilité les informe sur la réalité et ça les rend très sûrs d'eux-mêmes. Puisque ma sensibilité dans mon corps, à travers mes sensations, me renseigne sur le réel, sur la réalité que je suis en train de vivre, ça me donne vraiment la possibilité de de, de me conduire, euh, d'avancer dans ma vie et dans le monde. À partir du moment où les adultes autour, pour toutes sortes de raisons, de croyances, de valeurs, de principes, d'éducation, de traumatismes qu'ils ont vécus, de normes entre guillemets, contredisent la sensibilité de l'enfant, contredisent ce que l'enfant ressent, il va se dire zut, mon outil de navigation dans le monde, ma sensibilité qui est mon outil de repérage de tout ce qui est réel en moi et autour de moi, cet outil n'est pas fiable. Et comme cet outil c'est nous, notre Mhm. sensibilité c'est notre personne, c'est nous, on commence à croire qu'on a un problème. Et je ne parle pas des reproches sur la sensibilité, ça c'est encore pire, mais simplement quand on vient contredire nos sensations, nos intuitions, en nous disant non, c'est pas ça, on se dit ah zut, ma sensibilité n'est pas fiable, mon corps n'est pas fiable, mon être n'est pas fiable, j'ai un problème. Et on commence à croire qu'il faudrait qu'on soit autrement. Et qu'à ce moment-là, on va devenir perméable, puisque ma sensibilité ne m'informe pas suffisamment bien sur le réel. Enfin, c'est une fausse croyance, évidemment, parce que Mhm. notre sensibilité nous renseigne toujours exactement, nous informe toujours exactement sur le réel. Notre sensibilité ne se trompe pas, notre corps ne se trompe pas. Mais si notre environnement éducatif nous fait croire que nous nous trompons, nous allons commencer à devenir influençables. Donc, c'est papa qui sait mieux, ou c'est maman qui sait mieux, ou Mhm. c'est les professeurs qui peuvent me dire ce que je dois ressentir, ce que je dois voir, ce que je dois entendre, etc., etc. Et dans ce cas-là, on se déphase avec nous-mêmes et on va devenir, soit je subis ce que les autres disent et font et donc je souffre, soit je m'adapte au discours des autres et je souffre moins visiblement, c'est moins apparent. La souffrance de Mhm. l'adaptation, elle vient plus tard, quand on se réveille à 25, 30 ou 35 ans, on se dit zut, mais je ne fais que des choses pour les autres ou pour la société, et moi, dans tout ça, je me suis oublié. C'est-à-dire qu'on croit qu'on doit faire ce qu'il faut, ou qu'on doit être comme il faut, en se conformant au monde qui nous entoure ou aux gens qui ont autorité sur nous, et on se prive de cet outil si précieux qu'est notre sensibilité. Et vous en avez parlé un petit peu au début. Est-ce que vous pouvez, mais je pense qu'il faut toujours redire pour que les gens entendent bien, est-ce que vous pouvez redonner les aspects positifs de la personne sensible par rapport en fait à ce que la société prône? Rappelons ce que la société prône. La société prône des personnes standardisées. On est à l'ère des statistiques, où on nous fait croire que tout le monde est pareil. Donc la société prône, et la société c'est un ensemble de, de choses qui se sont passées historiquement depuis très Mhm. longtemps, hein. Il ne s'agit pas d'incriminer. Bien sûr qu'il y a des responsables qui pourraient faire changer les choses et qui le feront certainement un jour, parce que je pense que les êtres humains, femmes et hommes, nous évoluons dans nos consciences. Donc moi je suis très confiant et très optimiste. Un jour ça va vraiment changer. Donc la société, c'est un ensemble d'interactions depuis longtemps qui ont mis l'accent sur les statistiques, la standardisation, la performance, rentrer dans des moules, dans des cases, dans des catégories, et qui finalement
et ça, ce n'est que la conséquence, vient nier la singularité de chacune et chacun d'entre nous et vient dévaloriser ou en tout cas ne favorise pas la sensibilité. Dans cette société-là, nous avons tendance à croire que tout ce qui est de l'ordre du vivant, tout ce qui est de l'ordre de l'instabilité, de l'impermanence, des émotions par exemple qui nous perturbent, de nos sentiments qui nous rendent plus, comment dire, plus expansifs, que ce soit des sentiments d'amour, d'amitié, d'émerveillement, qui sont les sentiments les plus favorables, les plus agréables, mais ça peut être aussi des sentiments de jalousie, de ressentiment, de révolte, qui parfois ont besoin d'être exprimés aussi. Et qu'à partir du moment où on croit que tout ce vivant-là, cette sensibilité où par exemple j'ai froid, j'ai chaud, j'ai faim, j'ai soif, j'ai enseigné quand j'étais jeune psychanalyste pour pouvoir gagner ma vie, en même temps que je recevais mes premiers patients, j'ai enseigné d'abord à la fac, puis après en lycée. Et j'étais stupéfait au lycée, c'est en banlieue parisienne, de voir qu'on interdisait aux jeunes de boire pendant les cours. C'est grave! Sous prétexte qu'il ne fallait pas qu'ils aient des bouteilles, qu'il ne fallait pas qu'ils dérangent le cours, et cetera. Moi, j'ai toujours laissé mes étudiantes ou mes élèves, mes étudiants, mes étudiantes ou mes élèves boire en cours. On sait à quel point le corps est constitué d'eau et à quel point on peut avoir besoin à un certain moment de boire, qu'on se sent mieux, le cerveau travaille mieux, les récepteurs sensibles travaillent mieux sont plus efficaces quand on ne manque pas d'eau. Donc, cette société qui veut tout standardiser, tout normaliser, tout réglementer, elle est défavorable à la sensibilité. Et ce qu'il faut, c'est ne surtout pas croire que ces prétendues règles, ces prétendues normes, ces prétendus standards sont bons. Ils ne sont bons que théoriquement sur le papier et du point de vue statistique. Or, nous, les humains, et c'est pour ça aussi qu'il y a tant de personnes qui se reconnaissent dans la haute sensibilité, nous, les humains, nous sommes avant tout sensibles et singuliers. C'est-à-dire que même si nous sommes tous les deux, Christine et moi, hautement sensibles, vous avez votre personnalité, j'ai ma personnalité. Vous avez votre histoire, j'ai mon histoire. Vous avez vos spécificités, j'ai mes spécificités. Et donc ça, nous avons besoin de le défendre, de le faire connaître et respecter. Et ce n'est qu'à travers notre sensibilité que nous pouvons non seulement le repérer, nous en rendre compte, le connaître, mais aussi l'exprimer pour que les autres le comprennent et en tiennent compte. Vous avez parlé aussi, enfin, vous avez pas parlé, vous avez écrit dans votre livre un terme que je ne connaissais pas, l'ultra-fantaisie. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et à quoi en fait ça correspond, même si vous l'expliquez un petit peu dans le livre. Un petit Alors, peu, vous l'expliquez. l'ultra-fantaisie vient de quelque chose que j'ai repéré il y a très longtemps en moi, avant même que je devienne psychanalyste. Quand je travaillais en entreprise, je travaillais à Paris dans la communication, et quand j'allais déjeuner avec mes collègues, il y en avait un qui était très gentil, hein, mais qui aimait raconter des histoires perturbantes. Et dans ces histoires perturbantes, parfois, il décrivait des situations qui me mettaient très mal à l'aise. Parce que quand il décrivait ces situations, lui était coupé de sa sensibilité et donc ne se rendait pas compte que quelqu'un qui décrit une opération, par exemple, ou un accident, une blessure, etc., quand on est très sensible, on vit tout 100% en direct dans notre corps, dans notre sensibilité, dans nos sensations, comme si la personne était devant nous ou comme si ça nous arrivait à nous directement. Et donc, ce côté de l'ultra-sensibilité, avec Élise Bouskila, on a choisi de l'appeler ultra-fantaisie. Parce qu'il y a une maladie qui s'appelle la fantaisie, ou la fantaisie, parfois dans certaines dénominations, qui est que certaines personnes ne ressentent rien. Par exemple, si je vous parle d'une pomme, que je vous dis qu'elle est rouge, vous voyez la pomme rouge, que vous croquez dedans et qu'elle est juteuse, vous sentez la saveur juteuse de la pomme dans votre bouche. Ça, c'est une sensibilité qui fonctionne bien. Mais il y a des personnes, vous pouvez leur décrire quoi que ce soit, la pomme, les pâtes au pistou, ou je sais pas, un bon figatelli, etc. Ils ne vont rien sentir. C'est-à-dire que leur sensibilité ne leur donne pas la possibilité de sentir dans leur sensorialité ce qu'on est en train de décrire. Eh bien, chez les personnes ultrasensibles, cette capacité à ressentir tout dans son corps, on l'appelle l'ultra-fantaisie. Et c'est important de le reconnaître parce que ça permet de comprendre pourquoi
les personnes hautement sensibles peuvent être mal à l'aise justement par rapport à certaines plaisanteries, n'aiment pas les films violents, n'aiment pas les informations trop crues, trop les chaînes d'information qui montrent tout, vont peut-être préférer écouter les informations ou lire un journal, n'aiment pas les films violents, n'aiment pas le 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 les plaisanteries salaces, qu'on soit cru dans sa sexualité avec son partenaire ou sa partenaire, bien sûr, mais quand on est comme ça entouré de personnes qu'on connaît peu et qu'il y en a un qui déballe des choses, vraiment très indécentes ou obscènes, bon, non, ça n'a pas grand intérêt et même ça peut nous gêner, nous déranger, nous mettre mal à l'aise. Et bien tout ça, c'est l'ultra fantaisie et c'est important de le repérer comme une force, comme une puissance au sens propre, une capacité à ressentir très fort dans son corps tout ce qui se passe dans la réalité, mais ça nous demande de nous protéger de Mhm. situations qui sont, voilà, la vue du sang pour certains, les aiguilles, les blessures, certains films violents ou la torture. Il y a des gens qui savent regarder des films avec la torture. Moi, je Mhm. impossible. Ou les films de combat, bon, sauf si c'est du kung-fu ou comme ça, des arts martiaux. Mais si c'est des combats très violents avec des blessures, enfin bon, ça, c'est même pas la peine de le décrire, tout le monde voit de quoi je parle. Mais tout ça n'est pas fait pour les ultra-sensibles à cause de cette ultra-fantaisie. Et c'est très important de nous respecter dans cette caractéristique-là. Vous parlez aussi de révolution sensible dans votre lettre aux sensibles. Et que, alors, pourquoi est-il aujourd'hui crucial de remettre cette sensibilité au cœur de la société? Vous en avez déjà un petit peu parlé. Et quels seraient les dangers que cette révolution sensible, n'arrive jamais? Alors, déjà, on a parlé de l'évolution sensible au début de notre Mhm. entretien, c'est-à-dire le fait que notre civilisation est à un point de non-retour, avec tout ce qui se passe dans le monde, vraiment à tous les niveaux, hein, que ce soit le niveau de la nature, le niveau politique, social, les guerres, etc., à tous les niveaux, au niveau des relations, on sent bien que cette évolution sensible est absolument fondamentale, essentielle, nécessaire pour que nous continuions à vivre une civilisation humaine, de solidarité, de respect des uns et des autres, mais aussi de respect de la nature. La révolution sensible, c'est un pas plus loin. C'est-à-dire que je ne crois pas, en l'état actuel des choses, qu'une révolution comme il y en a eu une à la fin du XVIIIe siècle, ou comme il y en a eu d'autres au XIXe siècle, que ce soit ce type de révolution qui vont permettre de changer la donne. Mhm. Je pense que les révolutions sanglantes, les révolutions destructrices, elles font vraiment partie du passé. Elles ont peut-être été nécessaires, même s'il y a eu des excès, et quels excès, on le sait très bien dans chacune de ces révolutions. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à un niveau de conscience, à un niveau de sensibilité, de finesse, de raffinement dans notre sensibilité qui fait que, oui, nous devons changer le monde, oui, nous devons améliorer les relations sociales et toutes sortes de choses, au travail, en famille, dans les écoles. Il y a énormément de travail à faire pour que les humains, de lutter contre le harcèlement, par exemple, ou de respect des enfants, des vieillards, des femmes, de, de respect de la diversité sociale, culturelle, ethnique, religieuse. On a encore beaucoup de mal avec tout ça. On croit toujours que quand quelqu'un est différent, il faut le rejeter. Alors qu'on pourrait vivre tous ensemble de façon très très paisible, conviviale, riche. Donc ce changement-là, il ne pourra pas se faire avec une révolution destructrice. C'est fini. Il faut vraiment que nous acceptions de faire travailler nos intelligences et de mettre en jeu complètement tous les aspects de nos sensibilités pour pouvoir évoluer ensemble vers un mieux. Et c'est pour ça que pour moi, la révolution sensible, elle doit être à l'œuvre dès maintenant, partout, à tous les niveaux. Soyons dans la communication non violente, soyons dans le dialogue, dans le partage, prenons le temps de la discussion et prenons le temps d'écouter aussi les sensibilités des unes, des uns et des autres, pour que, bah, ça va peut-être prendre plus de temps, mais on va tisser ensemble un nouveau tissu social, une nouvelle façon de vivre ensemble. Mais je crois que ça existe. Je pense que les personnes hautement sensibles, elles sont pionnières. Les ultrasensibles sont des pionniers. Ce que nous faisons, nous sommes déjà en avance et nous montrons le chemin. Donc je crois vraiment que c'est possible.
Merci. Donc déjà, l'interview, il passe très très vite parce que j'arrive déjà à ma dernière question. Et pour terminer cette interview magnifique, quel message clé vous pourriez adresser aux personnes hautement sensibles, eh bien là, qui veulent être sensibles, oser le montrer, qui veulent rester authentiques avec leur sensibilité et garder cette sensibilité, comme vous avez, on a dit au début, comme une force qui est déjà en eux. Quel est ce petit message que vous pourriez... Alors, c'est une citation dont j'ai oublié l'autrice ou l'auteur. Sois toi-même, à te regarder, ils s'habitueront. Sois toi-même, à te voir tel que tu es, ils s'habitueront. C'est-à-dire, comme vous venez de le dire très justement, Christine, maintenant je m'adresse à chacune et chacun de vous qui nous écoutez, chacune et chacun de vous, soyez vous-même. Soyez vraiment qui vous êtes dans cette authenticité, dans cette vérité. Prenez le risque, mais c'est aussi du plaisir, c'est pas que du risque, hein. Soyez dans la joie et le plaisir d'être complètement vous-même, authentique, à vous voir vivre, à vous voir vous exprimer dans votre sensibilité sans aucune restriction. Ils s'habitueront, nous nous habituerons. Je crois aussi, nous sommes dans le moment de l'audace. J'ai écrit un livre qui s'appelle Osez votre singularité, qui a été écrit après cette lettre ouverte aux âmes sensibles, et qui va dans le même sens, c'est-à-dire osons être pleinement nous-mêmes, osons être complètement nous-mêmes, exprimons qui nous sommes, soyons créatives et créatifs, exprimons notre sensibilité sans limite, sans restriction. Et le monde, c'est peut-être ça la révolution sensible, simplement parce que chacune et chacun d'entre nous va oser être soi, pleinement soi, dans sa sensibilité en l'exprimant. Le monde ne peut que changer en bien. Et pour nous donner cette force en Amérique du Nord, les personnes ultrasensibles sont aussi appelées des light workers, des, des ouvriers ou des artisans de lumière. Et on peut l'entendre dans un sens spirituel, mais on peut aussi simplement l'entendre dans un sens très simple, c'est-à-dire que cette sensibilité, elle rayonne. Donc laissons-la rayonner de nous pour... Déjà, ça nous fait du bien à nous, ça nous permet d'être en bonne santé, d'être équilibrés, d'être heureux et heureux, d'aimer, d'aimer d'amour, d'aimer d'amitié. Mais aussi, je pense que, et j'en suis sûr maintenant, ça fait du bien aux autres. Et comme ça, nous serons des exemples pour les enfants et pour les jeunes qui sont là et qui ne demandent qu'une chose, c'est qu'on les soutienne dans l'expression et la vie de leur sensibilité. Donc, soyons nous-mêmes et un immense merci du fond du cœur à vous, Christine, et à toutes les personnes qui nous écoutent. Merci, merci. C'est une très belle fin d'interview. Donc, allez lire ce livre qui est vraiment extrêmement positif sur la haute sensibilité. Donc, je le redis, lettre ouverte aux âmes sensibles qui veulent le rester, l'hypersensibilité et l'avenir du monde. Merci beaucoup, Saverio. Franchement, c'était un régal cette interview et tellement de positivité et on, on en a besoin. Et ceux qui ont encore peur, qui n'osent pas, qui se croient que ils y arriveront jamais, lisez ce livre et comme vous avez fini les dernières phrases d'être soi et ça c'est juste extraordinaire. Merci Merci. beaucoup. À bientôt la tribu. Bisous à tous.